Donc bonjour à tous et à toutes, mon nom est Olivier Lalancette et vous écoutez le tout premier épisode de Terrain Vague, un podcast du collectif Au Cric après souper. Terrain Vague est une émission en balado-diffusion consacrée au théâtre et à la création en général. À chaque émission, j'aurai la chance de discuter avec une ou des personnes gravitant dans le domaine des arts vivants. Pour discuter avec moi aujourd'hui, il est membre d'Au Cric après souper, dramaturge, auteur, metteur en scène et cuisinier. Jonathan Cusson est avec nous. Salut, là. Il travaille avec nous sur plusieurs de nos projets, comédien, créateur de podcasts, animateur et gars qui rit fort. Olivier Beauchemin est avec nous. C'est bon. Mon petit rire de Rouge FM là, qui sort à l'instant même pour vous. Et le dernier, mais non le moindre, comédien et commentateur. En tout cas, c'est ce que dit son profil UDA. Mais il est aussi auteur. Et c'est surtout de ça dont on va jaser avec lui aujourd'hui. D'ailleurs, on parlera en deuxième partie d'émission de « Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais », sa pièce qui sera présentée du 26 février au 16 mars 2019 sur la scène du Théâtre aux Écuries. Maxime Brion est avec nous. Allô? Donc, je propose peut-être que, juste pour les gens qui ne te connaissent pas, parce qu'on va surtout parler de ton travail, je vais faire peut-être un petit récapitulatif de ton travail d'auteur, en fait, qui est très personnel, à partir du moment où on s'est croisés la première fois, qui est en 2016, dans le fond, juste après ta sortie du cégep de Lionel Groulx en interprétation, ou à Vous êtes ici, tu présentais Big Mac. C'est là qu'on s'est croisés la première fois. Par la suite, en 2017, il y a le Jamais lu, avec les canons numériques. Ça suit en 2018, l'été passé, en fait, avec Big Mac, qui est présenté au FTA, Tertulia Nebula à ZH. Puis ça nous amène maintenant en 2019 où... On fait le show pour vrai de Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais aux Écuries. Exact. Donc c'est ça un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Dans le fond, peut-être pour commencer ça, je dirais que la question... ça a commencé comment l'écriture pour toi? Faut bien commencer avec une question. Hein. Tout le temps. Quand j'étais jeune, le plus vieux souvenir que j'ai, c'est de faire de tenir... genre, j'étais en arrière de l'auto de mes parents à comme 6-7 ans, puis je faisais des dessins d'histoire en bonhomme allumette, là, qui est plein de choses qui se passaient. Je faisais des dialogues aussi dans les petites bulles. Fait que c'était comme ça a commencé en bande dessinée, en fait, je pense. Okay. Puis en longtemps, je vais être scénariste de bande dessinée parce que je dessine pas bien. Fait. Parce qu'il y a aussi à Gatineau, d'où je viens, à Hull, en fait, il y a le seul baccalauréat en bande dessinée. C'est vrai, ça, à Québec, c'est à Vico. vrai. Puis je pense que ça a ouvert il y a 10 ans. En tout cas, c'était moi, quand j'avais 15 ans, dans ce coin-là, 14 ans, ça venait d'ouvrir. J'étais comme, je veux y aller. C'est ça. Puis, je sais pas pourquoi j'ai changé, peut-être parce que le théâtre est arrivé, mais non, c'est quelque chose que je voulais faire. Puis aussi, parallèlement à ça, j'ai tout le temps écrit, là, je l'ai encore, ce fichier-là, mais sur mon ordi depuis que j'ai 10 ans. J'ai tout le temps transféré d'ordi en ordi, mais j'ai un fichier qui s'appelle ABCD. Puis c'est tous les poèmes que j'écrivais, là. J'écrivais à comme 10 ans, première fois que j'ai bu, j'ai écrit une affaire, première fois que c'est ça, là. Fait que ça a commencé poésie et bande dessinée. C'est les premiers souvenirs que j'ai, là. Puis c'est tout le temps des histoires, c'est ça, il y a tout le temps des dialogues. J'étais bien fan de dialogues, puis de genre d'humour un peu noir, genre... je me rappelle, à un moment donné, il fallait que je fasse un flipbook pour un cours d'art je pense que c'était au primaire. Puis c'était genre un oiseau qui tombe dans un vase, puis qui se pète la tête, il remonte, il se repète la tête, puis là il finit mort, mais c'était comme du slapstick, là. Okay. J'avais un humour, particulier. Voilà. C'est un beau parcours. Un gros parcours. Mais beaucoup dans le ça. jeu quand même. Là, Ouais, même si c'est de la BD, là, ça reste quand même quelque chose qui est très associé. Ouais, puis je m'en rends compte aussi quand les gens jouent mes textes, à force, ça fait juste 2 ans, là, mais tu sais, il y a tout le temps un aspect... Je sais pas, quand tu lis une bande dessinée, que ce soit une même bande dessinée sérieuse, entre parenthèses, je sais pas, Watchmen, t'as tout le temps en arrière de la tête, il y a un petit gars ou une petite fille en arrière qui fait des dessins puis qui écrit. On sent le jeu de la personne qui... je fais une histoire. Il y a tout le temps ça un peu en arrière quand tu une bande dessinée. Il y a un truc qui est rythmique aussi dans la bande dessinée, qui est assez particulier. Ouais. C'était d'autres styles, d'autres genres littéraires. C'est tonique, en fait. Ouais. C'est ça, j'aime ça dire. C'est comme tout le temps un peu sur le... souvent, là, mais il y a tout le temps quelque chose de
Même que tu vois. Puis tu fais des liens aussi entre les cases. C'est pas tout qui est montré. Quand tu passes d'une case à l'autre, il faut que tu fasses le lien dans ta tête de que il s'est passé ça entre ça puis ça. T'as pas tous les éléments, mais il y a quand même un mouvement qui se crée quand tu passes ton regard d'une case à l'autre. Tu sais. Puis le passage, dans le fond, de ces formes-là où, en fait, tu as commencé à écrire du théâtre, est-ce que ça s'est fait assez rapidement? Parce que le théâtre est arrivé dans ta vie. Tu as une formation de comédien. Est-ce que le théâtre, ça a été quoi la porte d'entrée? Ça a été comédien ou ça a été écriture? Ben, une formation de comédien, c'est arrivé sur le tard. J'ai commencé en cinéma au cégep. OK. Puis ensuite, j'étais en scénarisation et création littéraire à l'UDM, qui était cinéma et littérature. Pas du tout théâtre. J'ai jamais voulu écrire de théâtre dans ma vie, même qu'il y avait une prof à l'Université de Montréal qui m'a dit « Toi, tu écriras jamais de théâtre. » Je savais pas c'était quoi le théâtre, vraiment. Je connaissais les gros noms. Je pouvais te dire... je confondais encore Hamlet puis fucking Macbeth comme tout le monde. Mais pas comme tout le monde. Mais Non, mais ouais, c'est... Non, pas tout le monde? Non, mais non, Okay. je comprends, j'entends ce que tu dis. Non, mais Hamlet puis Macbeth, ça m'a pris du temps. Là. Il y en a un qui scénarise avec des couteaux, là, puis l'autre... c'est quand même deux énervés. Ouais, au final. Mais c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, c'était pas du tout. Non, c'était plus cinéma. Là. Si tu voulais devenir scénariste de cinéma, tu te rends compte que si tu veux faire quelque chose d'un peu créatif en scénario, il faut que tu réalises tes propres films. Puis moi, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été. Ben, tout comme. Je veux pas être metteur en scène, je veux pas être réal, je veux pas être. Ça me dérange. Acteur, c'est une autre chose pour moi. Mais je comprends pas ça. Moi, je vais y revenir peut-être plus tard, là, mais pour moi, écrire, c'est plier quelque chose en petit, là, ou faire plein de plis comme ça, puis là, une autre personne qui déplie ensuite, t'sais, qui fait comme ça. Puis moi, je suis pas capable de déplier. Je suis juste capable de plier. Puis faire, je peux encore plier un petit peu de même. Je peux plier un autre petit coin, un autre petit coin, un autre petit coin. Mais ouais, c'est venu sur le tard. Puis c'est parce que aussi j'ai commencé à faire du théâtre en tant qu'acteur, commencé à m'intéresser. Tu sais, je connaissais pas tant ça, là. Puis par la force des choses, j'ai commencé à en écrire. Puis c'est ça. Mais t'écris du théâtre, t'écris encore toutes sortes de formes, de romans, tout ça. Est-ce que tu sens la distinction dans ton travail entre les formes ou ta façon d'aborder les médiums, ou si... Ben, disons que je commence jamais un projet en me disant que ça va être du théâtre, ça va être du... Je fais juste écrire. Je fais juste écrire. Puis, t'as l'idée, puis c'est... Tu sais, je pourrais te montrer la forme arrive après. Ouais. Sweatshop au début, c'était sur un... Il était tard le soir, j'ai écrit une affaire, c'était à la mi-chemin entre genre du slam, puis c'était juste un ramassis de mots de mon adolescence. Ouais. Puis là, j'ai lu ça, j'ai fait « OK, il y a quelque chose là-dedans ». J'ai dégagé des affaires, j'ai fait une scène, une deuxième scène. Ces deux scènes-là n'existent plus dans le show. Ouais, c'est ça. Puis là, ça a fait la première scène du show, au final. La troisième scène de cette première version-là est devenue la première scène du show. C'est souvent ça, c'est comme une espèce de... je donnais un atelier à des jeunes au cégep la semaine passée, à Lionel. Puis il m'explique comment tu crées, toi. Puis je dis, mais c'est comme une espèce de... Tu fais du spaghette, je fais un spaghette, je lance le spaghetti sur le mur, puis il y a quelques nouilles qui collent. Puis là, je fais, c'est bon, ces petites nouilles-là. Je mets les 3 nouilles là, puis après ça. Combien de stocks qui sont encore dans ton disque dur externe que tu n'as pas utilisé parce que tu es rendu là, tu sais. Ouais, je fonctionne j'allais dire par caca. Là, par constat. C'est dans ton image. C'est intuitif au départ, tu pitches des affaires, mais finalement, tu regardes. Ça marche. Ça marche. Ça a resté. Ça reste un encore. Un petit peu trop al dente. Que ça bouille un petit peu plus, la gang. Puis à un moment donné, avec ces 3 nouilles-là, tu fais OK, là, tu peux. Puis là, OK, là, j'ai une base. Je sais c'est quoi le ton de la nouille. Comment la nouille sonne. Et ensuite, je pars pour faire mon repas complet. Là. À partir du ton de la nouille. Ce qui me vient, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce dont tu es en train de nous parler, en fait. Pour moi, c'est comment tu visualises en fait ton travail, parce que tu le sors de ta tête pour le regarder, pour là pouvoir avoir un certain recul dessus. Puis je suis comme vraiment intrigué de savoir de quoi ont l'air tes notes de travail. Est-ce que tu as comme une certaine façon ou ça dépend vraiment du projet? Ben c'est comme c'est peut-être une conséquence de moi qui est tout le temps sur l'ordi, mais tu sais, si tu montrais je te montrerais les fichiers, tu comprendrais rien de mon organisation de fichiers. Là. C'est genre, il y a plein de fichiers. Il y a comme... C'est des titres qui n'ont pas rapport, comme pitché sous le même. Il y a comme une espèce une douzaine de fichiers tous séparés. Des fois, il y a juste 3 mots dedans. Des fois, il y a une scène complète. Des fois, il y a des photos. Fait que c'est comme c'est pas super clair. C'est pas... Je me dis pas 1, 2, 3, 4, 5. À un moment donné,
dans le processus, il y a un moment donné où est-ce que je fais bon, c'est tout le temps le nom du fichier, c'est tout le temps bon, il faut s'organiser maintenant, un nom de même. Puis là, il y a des 1, 2, 3, 4, là, il y a quelque chose Je suis tellement pas surpris. Non, à un moment donné, je fais ok, ça suffit le niaisage. On va le mettre dans des carrés, là. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Maxime aime se faire rire lui-même. Un peu dans mes propres fichiers. Oui, ben, même, Ouais. même dans les textes finaux, il y a quand même beaucoup d'humour. Oui, tout le temps. Tout le temps. C'est jamais totalement. Ben, totalement. C'est tout le temps. Ouais, il y a tout le temps un petit peu le côté de côté coquin, là. Côté clin d'œil, là. Clin d'œil. Pas beaucoup de traces papier, donc. Non. T'as jamais de cette écrit de papier? génération Ouais, c'est là ça. qui a commencé Ouais, à écrire. Non, j'ai devant pas de un traces écran. papier. Non. J'ai même des. Mes traces papier, à moi, c'est des dessins, en fait. Je dessine aussi un petit peu. C'était pas une joke quand je disais Ouais. que je dessinais un petit peu, mais c'est pas super bon, mes dessins. Là, mais des traces papier, c'est ça. C'est plus ça, avec comme quelques mots en haut à droite. Là, un peu comme les dessins de David Shrigley. Là, ça m'a bien marqué, David Shrigley. Pour ceux qui connaissent pas David Shrigley, c'est un artiste anglais là, qui produit genre 100 œuvres à la journée. Là. Il a pas de bon sens, puis il en garde 2. Il fait comme moi, il spaghetti, garoche le mur, garde 2 dessins, puis là, il les vend 10 000. T'as-tu un rapport quand même physique par rapport à un livre, tu sais, à l'objet, tu sais, dans le sens où t'as pas encore publié, à moins que je me trompe? Non, j'ai pas publié, mais j'ai un rapport physique, c'est sûr, à la langue, aux mots. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelque chose que j'ai découvert dans ces 2 années-là. Je viens de commencer. Là, fait que je peux pas dire que c'est ma vocation depuis que je suis jeune, mais c'est quelque chose que j'ai découvert, ça, l'espèce de... En fait, le rapport que j'ai à la lecture, j'essaie de retrouver, parce qu'on n'est plus habitué de lire, là, mais c'est comme si je veux que les mots de la page rentrent dans ma tête puis passent dans mon corps ensuite. Fait que ça fasse pas juste clac, clac, puis ça reste dans la tête, qu'on part de la lecture, puis ça forme le corps. Il y a quelque chose. Puis c'est pas... Souvent, quand on parle du corps des mots, on parle de rythmique des mots. On parle de genre... Oh mon Dieu, c'est musical ce que tu écris parce que ça rentre dans... C'est comme du rap ou c'est comme du slam, ça rentre dans un beat. Mais pour moi, c'est pas le rythme puis la corporalité des mots, c'est pas juste une question d'orthographe ou pour moi, c'est même genre dans la syntaxe, dans le saut d'une idée à l'autre. On parlait tout à l'heure des cases de bande dessinée, pour moi, mettons, genre, si je te dis, je sais pas moi, jaune, vert, rouge, clé, là, il y a eu un saut. C'est pas le même rythme dans les idées. Il y a quelque chose, on vient de sauter dans l'idée et non pas dans les mots. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans les suites d'idées comme ça, c'est comme une espèce de une syncope. T'sais. Je me demande si ça peut avoir un lien avec le fait que tu sois aussi un acteur, cette façon-là, cette nécessité-là que les mots s'incarnent. C'est sûr que oui. D'une certaine façon. Mais il y a toute une génération aussi, tu sais, en ce moment, puis une espèce de vague d'interprètes, auteurs, tu sais. Mais c'était comme, on dirait que c'est ça, 10 ans, non? Tu trouves Ben, pas que c'est pas 10-15 non, ben, ans, tu sais, je veux ça? dire, Ou encore tu sais, aujourd'hui? mettons, tu sais, puis pour moi, tu fais clairement partie de cette gang-là dans ma tête, là, mais, tu sais, moi, je pense à, juste à, tu sais, à ZH, le prix que tu as gagné, c'est AD, tu le gagnes avec Lorraine Hartley, il y a Marianne Dansereau, Olivier Artaud, Catherine Chabot, Jonathan Caron, tu sais, qui sont sortis à peu près, grosso modo, dans les mêmes années, là, tu sais. Puis quand je pense aux auteurs de la relève, tu sais, puis j'en passe, là, mais tu sais, je pense surtout à ces gens-là, puis c'est tous des comédiens aussi. des Ouais. interprètes. Fait qu'en ce moment, tu sais, le travail un peu d'écriture théâtrale de la relève, il y a quand même une convergence, ou en tout cas, ce qui se fait sur les scènes, ça vient beaucoup de... Ouais, mais je sais pas si c'est plus, mettons, Gabrielle Chapdelaine qui est sortie de l'École nationale, une bonne amie à moi, qui est pas actrice du tout. Je pense que... parce qu'elle a fait maintenant une série télé, là, je pense. Elle fait plus d'argent, mettons. Elle fait des bidous. C'est juste les vrais auteurs. Ils sont pas cinglés, ils font pas du théâtre. Parce que du théâtre, ça paye pas. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense qu'on les voit juste parce que quand c'est déjà difficile d'écrire, mais ça aide d'être un acteur et de pouvoir vendre sa sauce un petit peu pour la mettre sur scène. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Là. Je pense que c'est plus pour ça que soudainement, il y a... Mais c'est que souvent, tu sais, quand on regarde peut-être plus le cinéma, puis on va voir des acteurs qui font de la réalisation, tu sais, on va souvent dire, ça, c'est quand même du cinéma d'acteur. Tu sens qu'il y a quand même un angle. Peut-être qu'à cause de cette vague-là, tu sais, où il y a beaucoup des auteurs de la relève en ce moment qui sont des interprètes aussi. Peut-être qu'on voit moins c'est quoi
qu'est-ce que ça amène, mais tu sais, je pense que ça ouvre la question. Est-ce que tu penses que ton travail, ta pratique du jeu, est-ce que ça influence ton écriture? Puis si ça influence, comment? Oui, ça influence, mais ça influence pas dans le... Parce que, tu sais, je me suis jamais écrit un personnage. Je suis pas dans cette optique-là. Tu sais, je sais que Marianne, elle s'est écrit des personnages, ou du moins peut-être elle l'a pas fait à la base, puis finalement, elle a fini par jouer des personnages de ses pièces. Mais moi, j'ai jamais écrit quelque chose en disant ça, c'est moi qui vais le jouer. Là. Comme là, dans Nous irons cirer, c'est une idée de Justin, de dire, faut que tu sois sur scène, tu joues l'auteur sur scène, t'es toi-même sur scène. Big Mac, c'était ça aussi. Mais c'est pas moi qui. C'est tout. Je fais comme, mais non, je veux m'écarter de ça, mais les gens, ils veulent tout le temps que me recoller dessus. Là. Parce que, bref. Fait que, comment je pourrais dire? Ça doit pas être facile de s'écrire un rôle, ça. On parle de ça. On dirait mais que il y en a beaucoup qui. C'est pas facile, non, mais il y en a beaucoup. la distanciation n'est pas là. On dirait que tu ris d'avance de comment tu vas le faire. Je sais pas, on dirait que l'acteur, on dirait qu'il ressurgirait tout le temps. Mais en même temps, tu dis ça, puis je sais qu'il y en a qui seraient peut-être fâchés que je parte avec cette métaphore-là, mais tu sais, si on voit un peu l'acteur comme un instrument, tu sais, je veux dire, si tu te mets à écrire pour un instrument, donc toi, tu sais, je veux dire, tu connais un peu les forces, tu sais ce que tu peux faire. Fait que si tu écris un personnage pour toi, je pense que tu vas y aller aussi dans cette optique-là, tu vas y aller dans comme qu'est-ce que cet acteur-là, moi, ou cette actrice-là, moi, peut faire, tu sais. Puis je vais écrire un personnage qui est sur mesure, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est, il y a peut-être pas tant ça dans ton travail d'écriture. C'est qu'en fait, je pense qu'en partant, il n'y a pas tant de personnages en partant. Tout le temps, je dis tout le temps que je commence par des espèces de... C'est 2 personnes qui s'estinent dans ma tête, mettons. Ouais. Puis ou 3, des fois, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, tu sais. Puis après ça, il y a des choses qui se décident, mais jamais de la vie, je fais... De toute façon, on n'est plus tant... C'est rare qu'on on est plus là-dedans. Là, on est plus dans... On a été longtemps dans le monologue aussi, là, des gens qui s'écrivent des choses, une parole, puis tout ça. Mais moi, il y a tout le temps 2-3 personnes en même temps qui parlent. Mais non, mais quand tu réfléchis à quelque chose, c'est tout le temps ça. Là, tu fais, il y a quelque chose, puis quelqu'un vient pour contrer. Dans ta propre tête, tu dis, il y a quelqu'un qui vient. Tu converses. Fait que ça serait d'abord des voix. La façon dont ils se présentent. Ouais, fait que je suis rempli de voix. Non, mais... Cette voix, puis ça fait peur. Hein, puis... mais je pourrais imaginer que ce soit d'abord des corps, puis... Mais c'est d'abord des voix. Apparaissent. Oh, oui, je comprends. Oui, c'est d'abord des voix. D'abord des voix, mais il faut que leur voix trouve le moyen de résonner quand même à l'intérieur d'un corps. Puis c'est comme ça. si c'était plus ce chemin-là, peut-être. Ouais. Mais c'est plus donc c'est le tu sais, je pense, j'ai jamais écrit un personnage que j'ai écrit lui a les cheveux blonds et une casquette. J'ai jamais fait ça. Là. Je comprends pas ça. Mais à force d'écrire, je me rends compte que... Puis c'est ça, peut-être que je me mets à la place de l'énergie du personnage, je le joue. Ça, tu sais, la question. Je le joue, c'est sûr Est-ce que quand t'écris, t'as comme une certaine conscience de comment ça peut jouer? C'est sûr que oui. Tu sais, je me mets dans un... C'est sûr, je rentre dans la voix que je viens de faire, puis je fais... puis je change. Puis oui, c'est sûr et certain que je le joue, tu sais, dans ma tête ou dans mon corps. Des fois, je bouge en écrivant. Là. Mais, est-ce qu'il y a des zones où tu vas pas à cause de ça? Des zones où tu fais comme non, de l'intérieur, si j'avais à le jouer, je pense pas que ça marcherait, fait que j'irai pas là finalement. Non, il y a pas des zones que je vais pas, mais il y a des zones qui sont plus difficiles à aller, mettons. Tu sais, mettons, il y a quelque chose que tu écris à 2h du matin, n'aura pas la même voix que quelque chose que tu écris à 7h de l'après-midi. Bon, c'est pas tant l'après-midi, mais 4h l'après-midi, mettons. Fait que des fois, revenir, une fois que t'as écrit quelque chose à 2h du matin, puis t'aimes bien le ton, puis ça a jamais sorti comme ça, y retourner, c'est difficile. C'est comme, c'est un peu, c'est ça, c'est un personnage que t'as jamais exploré, puis tu fais, c'est la première fois que tu joues Hamlet, puis t'es pas trop à l'aise parce que tu le comprends pas en entier, mettons. Fait que c'est ça. Pourquoi on disait Hamlet? Parce que Hamlet, puis... Mais c'est Macbeth dont tu parles, je pense. Ah, Macbeth, ouais, c'est ça? Macbeth dont tu c'est lui qui a des voix? C'est lequel qui a des voix? Hamlet aussi. Hamlet aussi. Ils ont tous des voix, là. Non, mais c'est dans leur tête. Est-ce que c'est Shakespeare, ça? Ça, ouais. Non, c'est pas... Shakespeare. Quand je lisais, en fait, tes œuvres, je sentais, justement, qu'il n'y avait pas peut-être une continuité ou la signature Max Brion, tu sais, comme d'autres auteurs ont. Wow, je sentais que c'était plus des projets un peu qui te passionnaient pour différentes raisons. Puis, je me pose la question, est-ce que tu arrives à avoir un certain recul sur ce que tu fais ou si c'est toujours un peu une impulsion créatrice puis tu fais juste suivre la chose?
le recul vient juste parce que ça prend 3-4 ans avant d'aller faire ta pièce sur scène. Tu sais, mettons, Sweatshop, j'ai écrit ça là, 3 ans à l'école de théâtre. J'ai commencé pendant l'école, fait que 3 ans, 4 ans. Puis là, après 4 ans que ça a été écrit, ça vient sur scène. Fait que le recul vient par la force des choses. Puis là, tu reviens. Puis il y a tout le temps un moment où ce que tu fais c'est tellement 2000 late là, ce que j'ai écrit. Tu fais non, mais si tu commences à changer ça, il va falloir que tu changes ça. Puis là, tu recommences la pièce au complet. Tu veux pas faire ça parce que. Tu réécris-tu beaucoup? Je coupe beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans mes affaires. Fait que c'est plus. Je coupe beaucoup plus que réécrire. Parce que. Mais tu sais, mettons Sweatshop, je l'ai réécrit 2 fois. Là, mais tu sais, c'est les scènes. Les scènes sont là, tu sais. Parce que la structure est quand même claire à un moment donné, pour moi. La structure, ensuite je joue dans la structure quand je me rends compte à lui, ce personnage-là, c'est un rayon, là, tout ça. Là. Est-ce que c'est plus de la distillation que de la réécriture, mettons. Est-ce que tu réécris, mettons, pendant que tu écris, tu es en train de je sais pas, là, à 2h du matin, là, de te lancer sur une espèce de ligne. Est-ce que tu reviens sur des trucs que tu as écrits ou c'est vraiment une espèce de, excusez le terme, une diarrhée de mots là, que tu fais juste lancer? Oh non, je reviens tout le temps. Je suis tout le temps en train de faire il y a ça qui avait été écrit en haut, fait que là, il faut que j'enlève ça. En écrivant, c'est pas juste de l'écriture automatique parce que je suis comme là, comme ça. Je fais OK, il y a ça qui est revenu, fait que là, je peux faire ça, puis je fais des. Parce qu'on sent dans l'écriture un déboulement, là, il y a quand même un peu cette énergie-là, souvent, là, de ça à ça à ça à ça à ça. Ouais. Ça emmène ça. Ouais, puis ça accélère. Oui. Mais c'est pas automatique. Je me donne un espace de temps, pendant comme 4 heures, je vais travailler cette scène-là, puis je vais revenir en arrière, enlever ci, enlever ça, puis là, je la laisse là, puis là, tu la lis, puis tu te rends compte que c'est encore trop long, tu coupes ça, puis... Mais tu sais, il y a quelque chose aussi par rapport à, justement, où tu es rendu dans ta carrière, tu sais. Un autre gros mot. Un autre gros mot. Carrière. Wikipédia aussi, il va y avoir ça. C'est justement, tu disais, tu écris tes textes, peut-être que ça joue à une première occasion dans un festival ou quelque chose comme ça, parce que tu es de la relève. Puis là, après ça se fait programmer. Puis il y a comme un certain temps, alors que peut-être des auteurs qui sont plus établis vont écrire jusqu'à la dernière minute, juste avant que ça soit diffusé. Je me demandais, tout ce temps-là, est-ce que ça change un peu ton rapport par rapport à tes textes? Est-ce que, mettons, si on prend Sweatshop, là, c'est diffusé là, tu dis j'ai écrit ça il y a 3-4 ans. Ça s'est joué en 2016 au Jamais Lu. C'est quoi ton rapport affectif par rapport à l'œuvre après autant de temps? C'est sûr que, tu sais, parce que j'ai tout le temps 3-4 projets en même temps, fait qu'en ce moment, je suis en train d'écrire 3-4 autres affaires en même temps, tu sais. Puis là, je fais comme, mais c'est pas du tout, je suis plus rendu là, c'était moi, là. Fait que c'est sûr, c'est difficile, mais c'est un peu comme, comment je pourrais dire, revenir à une pièce que tu as déjà jouée ou revenir à une recette que t'avais déjà aimé, là, un vieux pâté chinois, là, puis t'es comme, ok, ça se fait encore, il y a encore des choses bonnes. Peut-être que je vais changer une coupe d'affaires pour que ce soit un peu moins salé, mais tu sais, généralement, mais c'est difficile au début, ça fait mal, là, tu fais, Simonac, je me prenais pour qui, ou tu sais, tout le temps, tu juges, je me prenais pour qui, là, c'était quoi, fait que ça demande un certain détachement, peut-être, par rapport à... Oui, c'est sûr et certain. Ça aide, puis aussi de pas être de metteur en scène, ça aide à avoir c'est lui qui me crée le recul parce que lui il prend, puis déplie, qu'est-ce qu'il veut, fait que moi, à ce moment-là, je replie, je change des mots en fonction de lui, ce qu'il veut faire, tu sais. J'aurais une question pour toi par rapport à ça. Oui. Attention, ma question, elle est écrite. C'est super. Okay. La question, elle va comme suit. Confier son texte à un metteur en scène, c'est A. Accomplir une offrande rituelle. Il n'a pas entendu. Répète. A. Accomplir une offrande rituelle. Okay. B. Laisser son enfant à une gardienne avertie. Okay. Ou C. Transmettre une maladie vénérienne. Y a-t-il des gens pour qui c'est C? Ben... Peut-être. Se mettre une... Ah, mais c'est quand même... Mais je comprends. C'est un truc qu'on entend quand même chez Nicolas Quentin, chez Mouawad un peu d'une certaine façon aussi, avec son image du scarabée coprophage qui prend la merde des autres puis qui en fait une boule. Mais ça, je serais plus proche. C'est juste que j'ai la misère avec la maladie vénérienne. Ça voudrait dire que je fais un acte sexuel sale. OK. Ouais, non, ouais. Mais pas sale.
parce que c'est pas parce qu'une Non. maladie vénérienne, c'est nécessairement sale, là, mais... Mais je pense aussi à Nicolas Quentin qui parle de la création comme d'une maladie qui s'installe puis qu'il faut laisser prendre toute la place. Et Est-ce pour moi, ça, c'est pas négatif. Si c'est... Ok, je mettrais C avec Ouais. un... C'est parce que les deux autres... C'est quoi les deux autres? Dis-moi les deux autres. confier son enfant à une gardienne avertie? Ou alors accomplir une offrande rituelle? J'aime bien, C'est j'aime le bien plus ça. proche. Le plus proche, c'est A. Ouais. Mais pour moi, l'offrande est comme pas... c'est une offrande de caca. Mettons, tu comprends? Ok. Fait que c'est Oui. accomplir une offrande rituelle de caca. Oui. Bien plié. Oui. C'est bon, j'ai combiné A et C. Oui. C'est assez. Je reviens un peu sur... tu sais, on parle de ton travail d'auteur. Oui. Est-ce que tu te considères plus comme un auteur qu'un comédien? À tout le monde en parle, il y aurait Aucune eu. idée. C'est Non, c'était très dramatique, mais ouais. ça m'intéresse parce qu'il y J'ai a quand aucune même... idée. Tu sais, de l'extérieur, en fait, ce que j'ai vu de toi depuis que je te connais, tu sais, c'est beaucoup... tu sais, j'entends surtout parler de ton Auteur. travail en tant qu'auteur, que créateur. tu sais. Créateur, auteur. Moins que le comédien, tu sais. Ah ouais. Puis, Puis c'est sûr que dès que t'es comme étiqueté comme créateur, auteur, on te prend moins comme comédien parce qu'on comment lui il crée, tu sais. Il va fait déjà peut-être- ses propres choses. Il va peut-être même remettre en Mm. question mon écriture. Oui, ça, c'est chose que ouais, je fais. Dangereux, un auteur. Mais je fais tellement. En tout cas. Ouais. Ou si je le fais, c'est parce que j'aime le projet. Si j'aimais Ouais. pas le projet, je le ferais pas. Tu sais. Mhm. Je mettrais rien en question. Je ferais, ben, ok, c'est bye. Mais. Non, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je te dirais que. Créateur, là. Créateur, là. J'étais un créateur. Ouais. C'est drôle ces boîtes-là. Hein? Je trouve qu'on vient Ouais. souvent à ces discussions-là en général quand on parle de création parce qu'il y a tellement de différents champs de création qui existent que on dirait qu'on voudrait pas s'identifier à un seul d'entre eux, mais par la force des choses, quand on parle des gens, on les met dans des boîtes. Là, tu sais. Oui, oui. Mais on s'arrête pas tant non plus, tu sais. On n'a comme pas le temps de vraiment penser à ça, tu sais. Moi, je me rappelle après l'école, parce que moi aussi, tu sais, c'est la formation en jeu, tu sais. Mais il y a des gens qui m'ont demandé, ah, mais toi, tu sais, dans le fond, tu veux-tu encore jouer? Puis là, ça m'avait frappé cette question-là de comme si comme si le monde, il pensait que j'avais vraiment pris une pause, là. Aïe, Ok. aïe. Faire de la mise en C'est ça. scène. Ou Tu sais, jouer. tu sais, que je peux pas faire les deux, là. Ah ouais. Tu sais, puis alors que pour moi, tu sais, c'était comme beaucoup plus c'était pas clair ce rapport-là, tu sais, je suis tombé dans la création parce que c'était ça à ce moment-là, mais c'était pas pour écarter quelque chose, tu sais. Mais je parlais avec un poète de la criée. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Ah, mais il me disait que, mettons, on parlait de comment être poète, tu sais. Ouais. Ok. Il disait, puis là, il avait cité quelqu'un, là, je ne me rappelle plus qui avait cité. Puis il avait dit, c'est pas toi qui vas dire que t'es poète, c'est les autres qui vont dire que t'es un poète, tu sais. Puis pas mal ça. Là. Mhm. Moi, j'ai pas le goût de me... Si les gens veulent dire que je suis un auteur ou que je suis un comédien ou que je suis une bébite, ben, vas-y. Je m'en fous, Ouais. là, tu sais. Les autres mettront les mots qu'ils veulent. Là. Mhm. Ça change rien au final. Mais créateur, c'est quand même une bonne manière de décrire ça, je dirais, parce que ça te Mm. permet d'avoir tous ces rôles-là, en fait, jusqu'à un certain point. là. Ouais. Mais là, on parle beaucoup de comment on questionne beaucoup comment ton background d'interprétation joue sur ton écriture, mais le contraire doit être vrai aussi. Oui, oui. Je veux dire qu'une des grandes qualités d'un interprète en improvisation, c'est d'être un auteur. C'est que ça paraît pas, mais les qualités d'écriture s'incarnent chez un improvisateur aussi. Fait que il y a des bébites qui sont entre les deux puis qui développent des facultés qui sont vraiment propres au mélange. Est-ce que tu es un improvisateur dans une certaine forme? Non, mais C'est pour ça que Est-ce je que- ris, en est-ce fait, que- parce que quand on parle d'improvisation et Maxime, on dirait que tu me ramènes, parce qu'on a fait de l'improvisation nous travaillons ensemble, ah oui. il me ramène tout le temps à Maxime qui met une improvisatrice dans un sac de poubelle et qui met le sac de poubelle en feu. Sur... C'était une interview. Il fallait que j'interviewe la fille. Et là, juste à un moment donné, je l'ai mis dans un sac poubelle, je l'ai mis en feu. Et là, il restait 1 minute 30 à l'interview. Et l'interviewée est morte. Fait que la grande différence entre l'écriture et l'interprétation, c'est que C'est l'écriture, c'est moins dangereux. Un peu moins. ouais. Mais c'est ça que tu apprends après. Mais il y a quelque chose dans
l'improvisation, je pourrais en faire, mais c'est juste que j'ai de la misère avec le rendu. Le rendu tout de suite, l'espèce de faut que ce soit tout de suite bon, faut que ce soit tout de suite. Ouais. Moi, ça me dérange pas de passer 4 heures à gosser dans les coins, tu sais. Ouais. Puis, quand on avait fait, je me rappelle, on avait fait un exercice d'impro pendant comme 4 heures, à un moment donné, 5-6 heures, il y avait comme 12 personnages. Puis ça, j'adorais ça, parce que tranquillement, on construisait, on avait des pistes qu'on n'aimait pas, il y avait quelque chose de plus organique que juste arriver puis déjà être quasiment prêt, tu sais. Déjà prêt avec des formules. Je connais pas les formules, je veux pas y savoir, les formules, tu sais. Mais c'est aussi peut-être une erreur, tu sais, de juste caser l'improvisation à un art de, tu sais, aller vers une spontanéité, puis que c'est ça maintenant, puis c'est juste ça, puis ça se dépasse pas, tu sais, parce que il y a quand même, tu sais, l'improvisation est très présente quand tu es dans un travail d'écriture de plateau. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé d'aborder peut-être un texte à cette... Ouais, c'est L'écriture de ça. plateau? Non, j'ai de la misère avec l'espace. J'aime bien le mettre les choses en ligne avec des mots. Là. J'ai de la misère. J'aime trop les mots pour pouvoir faire de l'écriture de plateau. Là, ça. C'est pour ça que je suis pas metteur en scène non plus. Mais ouais. Mais ou écrire à partir d'improvisation. Toi, ça rentre dans le même... J'ai essayé un petit peu. On a fait un peu ça là, avec... quand on a fait Awards, parce que j'ai parti de ce que les gens... soudainement, il y avait des choses qui sortaient des gens, il y avait des mots qui sortaient, puis là, je reprenais ces mots-là, puis ça me donnait des idées. Oui, je l'ai déjà fait. Est-ce que c'était plus stimulant ou... Ouais, c'est une façon parmi tant d'autres, là, tu sais. En fait, ça te permet, quand t'es seul chez toi, d'être dans ton univers aussi, puis de contrôler les règles du jeu en solo. Là. Si je reviens avec l'impro, c'est niaiseux à dire, mais un cadre de match d'impro fait en sorte que t'as pas le choix de collaborer avec d'autres personnes, puis que tu peux pas improviser tout seul, là, finalement. Là. Alors qu'en écriture, c'est un peu cet exercice-là, mais que tu fais solo chez vous. Solo, ouais. Puis tu mets tes propres règles, tu mets tes propres... Ouais. Mais aussi, c'est pas obligé de tout un match, l'impro. Là. Non, c'est ça. Le match, il y a quand même une autre personne devant toi, puis il faut quand même que tu te fasses comprendre par l'autre personne devant toi, alors que quand t'écris, t'es pas obligé de te faire comprendre par personne, autre que toi pour l'instant. Et encore. Exact. Est-ce que tu sens, en tant que créateur, des pressions extérieures qui influencent ton travail? T'sais, ça peut se manifester de plein d'affaires, des trucs où tu fais il faut que je fasse attention à ça dans ce que j'écris, ou l'envie que ça dise quelque chose, de témoigner, ou de passer par l'écriture un vecteur de ce que tu aurais envie de dire. Est-ce qu'il y a ce genre de pression-là dans ton travail? Ben, la plus grosse pression, je dirais que c'est de pas... c'était bien le fun, là, je lisais du Simone Veil, tu as parlé de la mode. La pression de la mode, de pas suivre ce qui est tendance en ce moment, parce que tout le monde parle de ça. De réussir à juste l'intégrer, ce que les gens disent, dans ce que tu es en train de faire, et non pas partir de ce que les gens disent pour faire quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Pas partir de la mode, mais intégrer la mode en ce moment pour faire, OK, mais comment que ce que en ce moment, ce qui sort de moi, comment je peux intégrer toutes ces discussions qu'il y a en ce moment, toutes les polémiques, parce qu'on parle souvent de polémiques là aussi, là, mais de pas juste pointer du doigt une polémique ou de partir de ça, mais juste de se laisser traverser par, puis que ça laisse influencer ce que tu es en train de faire, et non pas « Oh mon Dieu, il y a une polémique sur... là, je vais prendre un exemple parmi tant d'autres, là, mais ça, je sais pas, moi... il y a une polémique là, en ce moment là, sur la grève de la SAQ. Je vais faire une pièce sur la grève de la SAQ. Non, on s'en fout, là, c'est pas ça. Là. Ou il y a d'autres sujets plus chauds que ça, là, mais... mais cet enjeu-là apparaît aussi en lien avec le fait que tu es intéressé à être un catalyseur quand même. Ouais. Si tu cherchais à écrire quelque chose qui est complètement différent, ça se poserait probablement pas, mais tu veux quand même être en réponse sans être utilisé ou juste un... d'être traversé, là, de pas juste être juste dans son petit monde. C'est sûr que oui. Là. On aspire tous un peu à être ça, ou du moins, je pense que même les gens qui sont on a l'impression qu'ils sont vraiment dans leur bulle, mais ils sont traversés par... la nouvelle série de Twin Peaks de David Lynch, la saison 3, là, mettons. C'est plus les premiers Twin Peaks, c'était les émissions des années 80 qui parodiaient. Tu voyais qu'il avait été traversé par des émissions de l'époque. Ben là, en 2017-18, ben c'est les émissions genre CSI ou les trucs de Murder Mystery, la grosse mode qu'il y a eu des années 2010 qui a été traversée par ça, puis ça a sorti. Mais il n'y a pas... Comment je pourrais dire?
je prends lui comme exemple parce que je trouve qu'il y en a pas beaucoup qui restent à l'écoute toute leur vie jusqu'à comme 70 ans de des échos, tu sais. Puis c'est pas juste un effet de mode, mais ils parlent de quelque chose qui de eux, puis ils se laissent traverser par ce qu'il y a autour d'eux, tu sais. J'essaie d'en trouver d'autres, là, mais j'en trouve pas T'es d'autres. traversé par quoi, toi? Non, mais tu sais, c'est dans le sens, c'est quoi qui t'influence? Ben, pas l'influence, mais ce qui t'inspire le plus, c'est quoi tes références? Les trucs, c'est tout le temps des paradoxes. Tout le temps, quand il y a un paradoxe, quand il y a deux choses qui, en même temps, ça me fait capoter. Là. Quelqu'un qui dit ça, puis l'autre, puis il n'y a pas de solution, ça me fait capoter. C'est tout le temps ça. Ça part tout le temps Il n'y a de pas de ça. solution. Il n'y a pas de solution. Qu'il n'y ait pas de solution, tu sais. Puis quand tu pourrais gosser dans cet endroit-là très longtemps, puis il n'y aura jamais de solution, ça, c'est malade. Puis ça part tout le temps de là aussi, les créations. Tu parles d'une petite affaire que tu sais, oh, OK, ça, oh mon Dieu, ça ne sera jamais réglé, tu sais. Je pense qu'on va prendre peut-être une petite pause maintenant, puis au retour, on va parler plus de choses écuries. Tout à fait. Ça roule, la gang. Bon, ben, avant de poursuivre l'émission, on tient à remercier nos amis de chez Conflit Class qui sont généreux de leur temps et leur équipement. Conflit Class est un podcast sur des débats portant sur l'actualité politique et sociale. C'est animé par Gabriel et Olivier Beauchemin. Yes, sir. Puis vous pouvez écouter ça sur iTunes, Google Play, SoundCloud, YouTube, Facebook, toutes les choses. toutes ces affaires-là. Donc on les remercie. Puis merci à vous d'écouter Terrain Vague et bonne deuxième partie d'émission. Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais. Ça va être présenté, je le rappelle, Du 26 février au 16 mars. au À théâtre. 20h, sauf le samedi, à 16h. Wow. Au théâtre, aux écuries. On a surtout parlé de ton travail, mais là, on parle de ça. Non, De mais la c'est- pièce, c'est- ouais. Comment tu le résumerais? Parce que j'ai lu un peu le résumé qui se trouve sur Internet, Ouais. mais... C'est ça, c'est pas ça, mais c'est ça, c'est juste pour rassurer les gens, en fait. Mais Ouais. comment je résumerais, c'est... pour moi, c'est une gang d'adolescents qui, suite à un des jeunes, Paolo, apprend qu'il est adopté en tombant sur une vidéo de son père qui faisait du parcours il y a 15 ans. Puis, et dans ce vidéo de parcours, eh bien, le père perd ses deux testicules. Donc là, il fait, ça se peut pas, s'il n'y a pas de testicules, ça peut pas être mon papa. Donc, je suis adopté. Donc, toute la petite bande d'adolescents font « Ah, on va essayer de trouver ton père, il est aux États-Unis, on essaie de se rendre là, ça marche pas. » Une partie des parents des ados les suivent. Finalement, ça marche pas, ils fument un joint, ils vont au zoo, puis ça finit dans un cours de cirque. Mais en fait, je t'ai donné le résumé sur Internet, hein, là. Oui. Mais pour moi, je résume comme ça. C'est juste, ça accélère à la fin. Non, mais c'est ça. Mais Paolo, c'est un presque personnage principal, un pseudo-personnage principal. C'est l'histoire d'un road trip qui n'arrive pas. C'est ça. En fait, ça pourrait être ça. C'est très bon. C'est un road trip qui n'arrive pas. Un wannabe road trip qui n'arrive pas à Qui cause... se transforme en cours de cirque. À cause d'une très... Je donnerai pas le punch, mais la raison finale pourquoi ça part pas, c'est... Ça vient de Justin Laramé, là, mais le fait que... je vais le dire. On le dit-tu? Est-ce que je fais un spoiler? C'est comme tu... Non. Garde les surprises Ouais, pour je le vais monde garder va des venir te surprises. voir. Mais donc, ça vient de Justin Laramie. Cette idée-là de la finale de « Oh mon Dieu, ouais, ce serait la plus grand drame, c'est une niaiserie. » Mais ouais. D'ailleurs, Justin Ouais, Laramé... Justin Laramé. Ouais. C'est un un metteur en scène qui a vient pas notre... d'Outaouais. C'est ça. Qui vient de l'Outaouais. C'est Pointe un Gatineau. homme. C'est un homme. C'est... Il a été notre prof à Oli puis moi Ouais. en 3e année. On a monté du Ducharme ensemble. en 3e année à l'école de théâtre. de Lionel À Hugo, ouais. Saint-Tété. Pas en 3e Ok. année, pas Oui. au primaire. là. Il y avait déjà ce contact-là, un lien privilégié. Un peu, ouais, puis il était tombé sur le texte. À un moment donné, je pense que je lui avais envoyé, puis il a dit « Moi, je veux monter ça. » Puis c'est ça. Puis le reste de l'équipe? C'est venu par la force des choses. Ouais. Là. Au début, c'était parce quand on avait lu pour à la licorne, ils se sont achetés. Puis là, les parents, c'est Justin qui les a rapportés après, là, parce que fallait rapporter du monde. Ouais, c'est grosso modo la même équipe qu'au Jamais Lu. À part les parents, les deux c'est parents ça, ont ouais. changé, ouais. Avant, c'était Rose Maïté, Corica, et Stéphane Breton. Puis là, c'est rendu Louis-Olivier Moffett puis Lise. Tu joues dans le show, c'est pas un secret. Non, ça, c'est vrai. Pendant ce temps-là, l'auteur tente de réintégrer son œuvre. Tu sais, parce qu'il y a des auteurs qui sont très, très présents en salle de répète, tout ça. Est-ce que le fait de jouer dans le show, mais d'avoir un petit rôle,
ça change ton rapport à ça? Ça te donne, est-ce que ça te donne une position privilégiée dans le processus? Non, j'ai tout le temps un peu genre... C'est sûr que ça a pris du temps avant que je joue, c'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de réécouter le texte puis d'essayer d'enlever les bouts qui me gossaient sur scène, tu sais. Fait que ça a pris du temps avant que je me laisse jouer, tu sais. Puis je pense que je commence là aujourd'hui à l'entrée en salle à vraiment jouer, tu sais, parce qu'avant c'était plus, c'est ça, j'étais en position auteur. Mais non, généralement, moi, je suis assez sévère avec mes propres textes. Là. Je suis genre, ça, c'est pas bon, si on enlève ça, on enlève ça. Je suis assez... C'est pas l'inverse, c'est pas eux qui me lichaient les bottes, là, mettons, tu sais. Je pense que c'était plutôt dans ce sens-là que ça se donnait. Ouais. Puis des fois, ils me demandaient, tu sais, est-ce que c'est correct? Je disais, ben oui, c'est correct, là, tu sais, je m'en fous. Fait que si t'as souvent des rôles de technicien ou de musicien ou dans tes choses, c'est pas pour être une sentinelle puis être sûr que... Non, tous les fois, c'est quelqu'un qui me disait de le faire. C'est pas moi qui veux être là. Le gros œil de la salle de répétition. Mais de toute façon, ça apparaît un peu. Mais en même temps, moi, quand je lisais... lisais les canons, le rôle que tu joues, on n'est pas obligé de le dire, mais moi, je me disais, c'est sûr, c'est lui qui joue ça. Ah oui, c'est sûr et certain. Il faut que ça soit toi. Ah oui. Bonjour tout le monde. Ah oui, c'est sûr, là. C'est sûr et certain. Puis, tu sais, ce qui fait le plus triper, c'est justement, genre, de voir mettons, maintenant, il y a des bouts qu'on a rajoutés, des petits bouts improvisés aussi qu'on a rajoutés pour comme faire les entrées à scène ou les fins de scène. Puis, genre, mettons, Marjorie commence sa scène en improvisant. Puis elle a tellement intégré le rythme de son personnage qu'elle peut improviser exactement sur le même rythme. C'est fou, là, quand les gens rentrent vraiment. Puis là, elle dit, puis toutes les fois, elle change de choses, mais elle est drette dans le rythme de ce qui s'en vient. C'est fou, c'est fou. Fait que ça me fait capoter de voir ça ou de voir, genre, je sais pas moi, soudainement, la conceptrice costume arriver, je vais l'appeler, mais elle s'appelle Olivia. Elle arrive avec des costumes, je fais, j'avais jamais vu ça, puis oh my God, Hubert dit je veux mettre une lumière là, puis tout ça, je l'ai fait pour ça en fait, j'écris pour ça. Faire partie du processus, c'est pour voir les gens triper plus que garder le contrôle. J'ai aucun contrôle, là. Je décide de rien en fait. Puis des fois c'est weird parce que les gens me demandent des choses, mais c'est comme je suis pas le metteur en scène, c'est pas moi. C'est ça. Tu peux me poser des questions sur le texte, ça me dérange pas, mais le reste, c'est pas moi, tu sais. J'aime ça voir les gens. Comme autant que tu disais tantôt que c'est pas quelque chose qui t'attirait d'aller dans l'écriture de plateau puis de commencer avec du monde. T'aimes mieux te retrouver à ton ordi où là t'as vraiment comme le contrôle de l'affaire, des lignes, tout ça. C'est comme si à un moment donné t'as besoin de perdre ce contrôle-là, mais aussi t'as besoin de la salle, t'as besoin des gens aussi. C'est sûr et certain. Il y a quand même un trip de gang à un moment donné qui arrive. Tout le temps, oui. Parce que sinon c'est pas intéressant, là. Peut-être tantôt on a parlé de un peu la genèse du texte. Tu disais que ça a commencé par une espèce de juste des pensées, puis à un moment donné c'est devenu des personnages, tout ça, tu sais. Mais peut-être la genèse du Jamais lu, en fait, ça s'est passé comment à ce moment-là, quand il y a eu le Jamais lu? Ben, le Jamais lu, c'était déjà écrit pour le Jamais lu. C'était déjà écrit en entier. On a fait une deuxième version pour le Jamais lu, mais c'était déjà tout écrit. C'était écrit depuis un certain temps? Ou je pense que j'avais fini avant de finir l'école. J'avais fini pas mal toutes mes scènes. Puis après ça, ça a été lu aussi au porte-voix qui se passait à la Licorne. Puis il y avait aussi un porte ouverte à la Licorne quand on est sorti de l'école, qu'on a joué la moitié du show là aussi. Et ça, c'était le premier. C'était le premier tremplin. C'était à la Licorne 2 fois. Ouais, 2 choses différentes. Puis j'avais, tu sais, la genèse. C'était cette affaire-là que je te disais que j'ai écrit sur l'espèce de truc en matière de la poésie, de slam, puis juste un ramassis de mots de mon adolescence, tu sais. Puis aussi, tu sais, mettons, on parle de... J'ai dit de paradoxe, là, mais c'est pas tant un paradoxe, là, ça, mais l'espèce de truc qui me stimulait à la base, c'était la somme monumentale de vidéos qu'il y a sur YouTube. Oui. Dans 15 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Puis comment ça change, nous, notre relation avec nos enfants. Mettons, mes enfants qui vont voir les vidéos YouTube de moi qui traînent sur Internet... Tu comprends ce que je veux dire? Il y a ça. Puis là, il y a quelque chose à aller chercher là. Donc, c'est d'où le Paolo qui voit son père perdre ses testicules. Il y a quelque chose là-dedans, tu sais, puis j'avais pas vraiment pensé. Mais ça rouvre la réflexion sur YouTube un peu, puis ça me fait penser à Borges, la bibliothèque de Babylone. C'est ça. Ben non, mais c'est une de ces nouvelles où en fait il se met à parler d'une bibliothèque où il y aurait
tous les livres écrits et tous les livres possibles. Puis c'est comme une espèce de bibliothèque sans fin, tu sais, mais du moment où tu essaies de t'aventurer pour avoir accès à des profondeurs, ben, tu te perds, tu sais. Puis là, C'est un peu ça. c'est super haut, tu sais, mais il y a quelque chose de ça dans YouTube, dans le sens où, oui, YouTube, t'as énormément de contenu, t'as du contenu plus amateur, plus quelqu'un poste des trucs, mais, tu sais, on va pas se leurrer, c'est plus ça, là. Tu rouvres YouTube, tu te fais proposer les choses qui flottent à la les surface. trucs, c'est ça, les trucs de trucs la d'Ariana surface, Grande. fait que, tu C'est sais, de la télévision. là. tu t'y rends pas à C'est ce une côté-là, chaîne. tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que je voulais aussi que ça se passe dans un futur au déclin de YouTube, parce que forcément, à un moment donné, ça va. On est déjà un peu au déclin de Facebook en ce moment. Là, toute la nouvelle génération, je parlais avec des... Ouais. Ils sont plus sur Facebook. Non, non, c'est rendu Instagram. sur Instagram. Mais Instagram, c'est Facebook aussi. Mais bon. Mais quand on est dans ce texte-là, on est quand même dans le rapport à la technologie. Là, Tout à fait. Mais c'est plus un rapport... ce que ça fait à la quotidien, puis qu'est-ce que ça fait à notre langue, à comment on se parle, tu sais. Effectivement. Comment on peut avoir 5 discussions en même temps, parce que c'est ça qu'on fait quand tu parles à 5 personnes en même temps sur Facebook, puis t'es comme puis tu parles de trucs ultra politiques. Là, soudainement, tu vas parler de comme qu'est-ce que tu manges ce soir, puis après ça, tu vas parler du nouveau band qui vient de sortir un album, tout ça en même temps, tu sais, puis sans arrêt. Vite. Ouais. Ben, il y a quelque chose, puis c'est là aussi dans Tertulia, tu sais, ça parle quand même de jeux vidéo. Il y a comme des infiltrations de la langue anglaise puis de termes qui sont pas juste anglais, mais issus un peu de la culture populaire puis des technologies. Je me demandais si pour toi, l'usage de ces mots-là, puis tu l'utilises quand même, c'est très très présent dans les deux textes. Est-ce que c'est par souci documentaire, tu veux comme représenter une certaine réalité, ou c'est plus comme un jeu de langue, tu sais, Mais tu je prends l'exemple prendre d'un angle poétique, là. Si je prends l'exemple de Tertulia, c'est né, moi, à un moment donné, j'ai joué longtemps à Hearthstone, c'est un jeu de cartes en ligne. Oh yeah! Qui est dans le déclin en ce moment, là, mais à l'époque, je jouais à ça. Puis, à un moment donné, j'étais tombé sur une vidéo d'un Français qui commentait une partie, tu sais, mais avec des mots anglophones, tu sais. Qui startait le support, puis je comprenais rien. Il dit qui startait oblong blanche, puis je comprenais rien. Puis il parlait français là, mais j'ai fait waouh, ok, il y a tellement de mots qu'on peut réutiliser. Pour moi, quand j'écris donc pour revenir à ce que je voulais dire, quand j'écris des mots anglais, ça reste du français. C'est comme j'écris pas anglais et français, j'écris même il y a des séquences dans Tertulia qui c'est tout anglais. Pour moi, c'est une poésie en français. Oui. Même si c'est des mots anglais. Oui. Parce que pour moi, c'est juste, je les prends, puis on parlait de traverser, c'est des mots qui sont là, puis je les mets dedans. C'est ça que l'anglais fait aussi. C'est pour ça que l'anglais a pris possession de tout. C'est parce que le dictionnaire anglais est comme 5 fois plus gros que le dictionnaire français. C'est le Webster, là, c'est super. Il absorbe les mots. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire en français aussi, tu sais? Je trouve ça super intéressant parce que j'ai aussi l'impression dans Tertulia que c'est parce que là, on dépasse la langue, c'est codé aussi, c'est un truc social. Fait que c'est pas tout à fait la même chose qu'une division de langue. Ouais. C'est une vision de groupe, c'est une division de restreinte, mais comme le jargon de n'importe qui, un jargon de geek, mais là. Fait que ça se concentre, il y a comme des cercles concentriques, puis de moins en moins de personnes comprennent ce langage-là, mais qui est pourtant la même langue. Qui est juste une façon d'exclure ou de faire des groupes. C'est ça. Donc, dans la Tertulia, c'était ça. C'est parce que c'était tellement niché comme entreprise de faire des combats philosophiques où est-ce que le perdant doit se couper un bras ou une tête. Là. Des combats de jeux vidéo philosophiques, en partant, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui veut faire ça. Fait que oui, le langage va peut-être avec. C'est sûr que j'ai un rapport aux mots particulier. Il y a des mots que j'aime et des mots que j'aime pas. Je juge mes mots tout le temps. Je suis tout le temps en train de juger les mots, c'est sûr et certain. Fait que il y a certains mots anglais que j'aime pas, d'autres mots français que j'aime pas, puis ça tout dépendant de. Fait que, mais pour moi, c'est pas un désir d'être réaliste ou naturaliste. C'est vraiment pas. Là. C'est vraiment loin d'être. C'est comme ça que les jeunes parlent, hein? Fait qu'on va pas parler comme ça, hein? C'est pas ça du tout. T'es pas à la recherche de l'expression de l'heure. Non, exact. Ouh, ouais. Non. Mais tu y es sensible quand même, malgré toi. Oh oui, mais on parle comme on parle. Je peux pas, ça sort pas de nulle part. Hein, c'est sûr que non. J'invente pas. Ben, il y a certains mots que j'invente, oui, mais très rarement, mettons. C'est pas.
Mais autant, tu sais, tu dis une espèce de futur quand tu parles des canons, tu sais. Puis il y a ce jeu-là de la langue aussi, mais je sens, moi, une espèce de côté comme step by step, parce que Tertulia, on est vraiment dans les jeux, tu sais, dans un jeu de langue, jeu sonore, on est dans un futur plus assumé, alors que dans les canons, Ouais. on est comme dans un futur, mais pas Pas tant. si loin. Tu sais, puis je me suis demandé en le lisant, est-ce que c'est parce que c'est comme ça a été écrit genre en 2015? Tu sais, juste il y a un peu les de fameux ça. eyewear, Ouais. genre de casque de réalité virtuelle, où en 2015, vraiment, ça débutait. Là, c'est comme omniprésent. Puis Ouais, mais là, on est comme, c'est comme la Wii. Là, tu sais, la Wii, c'était la nouvelle chose. Ouais, Puis ouais. là, un an après, bon, on est over de ça. Puis tout le Mais monde tu sais, s'en colle. même dans la pièce, les eyewear, ils disent c'est la rendu de la merde, les eyewear. C'est aux parents, en fait. C'est les parents qui ont ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour moi, c'est C'est le nouveau iPad. c'est exact, c'est ça. Mais tu sais, mais même la réalité virtuelle, ça a commencé, là, ça avait déjà commencé en 2000, quand j'avais commencé en 2016-2015. Puis on s'est pas rendu au point où c'est des petites lunettes, là, c'est encore très gros, puis c'est pour ça que ça pogne pas, c'est parce qu'il y a des câbles. Puis les gens ils veulent pas se promener avec des câbles, tu sais. Mais non, mais c'était à la base, dans l'écriture, je savais que ça allait pas. C'est pour ça que j'appelle ça un futur proche trafiqué. C'est pas exactement dans le futur, là, c'est juste une excuse pour pas que ce soit tout à fait. C'est un autre univers, dans le fond, Mais- quand même, finalement. C'est ça. C'est parallèle, mettons. Ouais. Fait que ouais, c'est ça, c'est plus ou moins de l'anticipation. Ouais, Ben, c'est quand même. ce l'est Pour un toi, peu c'est un dans terrain de liberté la ou plus c'est grande une façon d'être Ouais. actuel plus longtemps? C'est plus le terrain de liberté. Tu sais, c'est pour moi, la seule anticipation qu'il y a, c'est peut-être dans le rapport à la langue, dans le rapport à comment ils se parlent. Ça va tellement vite. Tu sais, on peut se parler de même des fois dans la vie, mais pas à ce point-là. Tu sais, ça va quand même C'est ça. vite. Là. Mais c'est pas juste, en tout cas, à mon sens, puis c'est ma perception de ce texte-là, c'est pas juste de l'anticipation par rapport à notre réalité, on est aussi à côté en termes de ton, tu sais. Oui. Moi, quand je lisais les canons, je pouvais pas m'empêcher de penser un peu à une certaine forme de théâtre absurde. Ouais. Puis ça m'a vraiment, vraiment étonné parce que j'essayais de me dire, mais à quoi ça me fait penser? Puis en fait, ça me fait vraiment penser à Meunier Saya. Ça me fait vraiment penser aux voisins, à Appelez-moi Stéphane. Le côté où on est comme dans une espèce de critique un peu de la société de consommation. On est dans une espèce de réalité, on est juste à côté. On est comme dans un ton qui est humoristique, mais qui n'est pas clownesque. Tu sais, c'est juste un peu drôle parce qu'on est un peu à côté, mais à côté dans l'absurde. Il y a même des scènes qui, dans la forme, me faisaient penser. Tu sais, juste la mère et le fils, puis la mère qui est avec le eyewear, ça me faisait penser à, dans Les Voisins, le père qui est avec le fils, puis qui sont avec l'intercom, ou encore juste le voisin qui est dans son affaire. Tu sais, même dans la construction des scènes, tu sais, il y avait quelque chose dans le rythme qui me rappelait un peu. Je pense que j'ai jamais vu Les Voisins. Mais les voisins que je connais, c'est le court-métrage là, que l'ONF a fait. Ah avec oui, les que voisins. Cinémathèque avait, là. Ouais. Les voisins Les fleurs qui poussent en... Mais les voisins, c'est quoi? C'est quelle année? C'est fin des années 80, Mais non, ça a pas si je rapport. me trompe pas. Français? Québécois. Québécois? Pourquoi je connais pas ça? Ah, c'est drôle, ça. Les voisins. Je suis pas très bon en histoire parce de que- non, mais théâtre c'est ça, mais québécois. Là, je suis tellement c'est une pourri. référence là. assez Je suis pourri, mainstream. pourri. quand Ouais, même, ouais, dans c'est le assez théâtre, mainstream, puis- tu sais. Puis moi, c'est ça qui me surprenait, parce que j'étais comme, OK, mais tu sais, Max Brion, c'est peut-être, en quelque sorte, dans ce texte-là, un héritier de cette genre de ça, là. forme théâtrale-là qui, tu sais, qui a vraiment pu sur nos scènes. là. Ouais. Non, c'est sûr que non. Puis c'est sûr qu'il y a des trucs que je sais qui sont plus tu sais, mettons, les canons, je sais que c'est un peu plus accessible, entre parenthèses. Là. Je dis accessible parce que c'est moins... Tertulia, c'est quand même, ça y va. Là. Mais en même temps, quand tu apportes le côté spectacle, les gens peuvent embarquer, mais tu sais, ton Big Mac aussi, c'est... Moi, j'ai. Ben, c'est en fait la reconnaissance de la forme dite théâtrale. C'est ça, qui c'est est comme c'est moins ça. là dans Big Mac, puis plus là dans... C'est ça, c'est ultra théâtral, en Ouais. fait, les canons. C'est là. C'est ultra. Moi, j'ai comme un barème, tu sais, de surréalisme, tu sais, que Ouais. j'utilise souvent, tu sais, c'est un peu ridicule, mais bon, tu sais, je mets souvent en opposition Lynch puis Jodorowsky. Ok. Puis pour moi, les canons, on est plus dans Lynch, Tertulia, on est plus dans Jodorowsky.
Ouais, ok, je peux comprendre. Puis de toute façon, en plus, Tertulia, c'est parti des Chiliens, puis des Espagnols, puis je disais Ramon del Valle Inclán. Avez-vous déjà lu les trucs de Ramon? Tu sais, je connais pas un dude québécois des années 80, mais je connais Ramon del Valle Inclán. Tu sais, c'est ça, je suis pas très bon. Là. Mon attention, elle va partout. Mais c'était des pièces, c'est malade. Une de ces pièces, bon, je vais en parler. C'est l'histoire, en fait, c'est un village complet. Dedans, il y a une mère avec son fils qui est hydrocéphale. Fouille-moi pourquoi les Espagnols, dans toutes leurs pièces, il y a des hydrocéphales. Oui. Il y a tout le temps. Il y a Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques qui parle de son expérience au Ah, conservatoire où il a dû jouer ce texte-là, puis il jouait le nain hydrocéphale. Ouais, exact. c'est ça. Ah, mais c'est drôle parce que je me disais de quoi cette anecdote-là. C'est ça. Je sais que j'ai entendu ça. Ouais, c'est ça. Puis même dans le show qui Ça a l'air étrange comme texte. Au Terre d'Inspectif. Oui, puis à un moment donné, il parle des Milan Common, il parle de nain puis d'hydrocéphale. Il doit y avoir quelque chose dans leur fabulation de qu'il y a un. Mais ce texte-là, c'est un vieux texte. Là. Oui, c'est un vieux texte, Ramon de Valle Inclán. Ça a comme pas été monté à genre avant, comme 50 Non, parce que c'est ultra. C'est les petits Gallimard, là. Oui, c'est ça. Puis dans la forme, c'est genre comme l'autre, l'allemand qu'on a juste retrouvé des bouts de Wojciech. Wojciech. C'est assez fragmenté. Il manque pas des bouts comme Wojciech, parce que là, il manquait des bouts dans Wojciech. Mais oui, c'est fragmenté. C'est plein de comme tableaux dans ce village. Puis en gros, c'est le nain hydrocéphale. La mère, c'est pas le nain, c'est son fils. Là. Bref. La mère l'utilise pour avoir de l'argent. Fait qu'elle fait pitié, puis elle fait donnez-moi de l'argent pour l'enfant. Puis c'est comme ça qu'ils vivent avec c'est ça, le côté freak de son enfant. Et là, la mère meurt. Donc, tout le village se dispute l'enfant hydrocéphale. Puis que t'as toutes les cousines qui arrivent, sont comme le prêtre, tout le monde se dispute cet enfant-là. C'est un très bon. Mais c'est qui. Puis là, il y avait comme 30 personnages, ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a quelqu'un à un moment donné qui rentre avec 100 chiens. Genre, il était à cheval avec 100 chiens. C'est peut-être pas dans celui-là, c'est peut-être dans une autre de Ramon de Valle Inclán, mais c'est ultra pété, là, ça y va. Là, Jodorowsky, c'est pour ça que je suis souvent. Ça fait longtemps qu'il travaille cette espèce d'imagerie-là, pas grotesque, mais grotesque. Les peintures de l'autre, là, avec le Saturne qui mange son enfant, les peintures de Goya. Il y a, dans les canons, quand même, les protagonistes principaux, c'est des ados. C'est des ados, ouais. Le rapport à l'adolescence dans ce texte-là, je me suis même demandé en le lisant, est-ce que ça avait été écrit avec un certain désir de faire du théâtre pour ados? Non. Est-ce que c'est parce que Maxime Brion est un éternel adolescent? Aussi, peut-être. Non, c'est pas ça. Non, c'était juste parce que toutes les situations, souvent quand les gens disent des choses, c'est des choses que j'ai vécues quand moi j'étais adolescent, fait que tant qu'à faire, mais tu sais, même on joue avec ça dans la pièce, je dis 15 ans, 16 ans, mais ils n'ont pas l'air de 15-16 ans, on s'en fout. Là, les parents ont quasiment le même âge que leurs enfants, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas important. T'sais. C'est juste une question de... L'adolescence, c'est un prétexte pour parler de le passage de l'un à l'autre, le passage de comment j'étais avant, puis le passage à l'âge adulte, là, mais ce passage-là à l'âge adulte, on le fait aussi, pas juste à l'âge adulte, on le fait tout le temps. Puis tu sais, il semble y avoir c'est comme deux façons un peu d'aborder du matériel où les personnages principaux, c'est des ados. T'sais, tu vas aller dans, mettons, Skins, où là, tous les ados vivent des gros problèmes, leurs parents comprennent pas, puis c'est tous des cons, tu sais. Les parents sont tous super égoïstes, tu sais. Puis là, t'as au Québec, t'as Ramdam, où comme c'est très, très évident que les jeunes ont des problèmes qui sont pas si graves, puis les parents sont terre à terre, puis ils comprennent tout. Alors que dans les canons, t'es assez équitable envers les jeunes puis envers les parents. Tout le monde est un peu à côté de la même façon. Tout le monde est un peu à côté. Ils ont tout un peu de la misère, puis un petit peu qui sont corrects au final, mais... Ils trouvent pas si grave qu'il y ait de la misère non plus. C'est ça, exact. C'est une bonne façon de le dire. J'avais jamais vu ça comme ça. Là, j'avais peur qu'en disant pendant Ramdam, je pensais que tu allais me mettre proche de Ramdam. J'étais là. En même temps, je commençais à l'assumer. Là. Je suis comme, les canons, c'est Ramdam. Là. Mais oui. Il y a de la partie. Mais il y avait un désir de. Je voyais souvent, surtout du théâtre pour adolescents, c'est souvent ultra nostalgique pour une raison X, alors qu'à 15 ans, t'es pas nostalgique là, quand tu vas voir une pièce. Non, mais t'as 15 ans.
Mais c'est souvent les trucs pour enfants puis pour ados, c'est nostalgique, mais c'est pas pour toi, ça, c'est pour ses parents, ça. Ça, un, puis deux, j'étais comme souvent, les pièces avec des ados, c'est tout le temps, il y a quelqu'un qui se fait, ça va être, on va parler de viol, on va parler de quelqu'un qui meurt, de quelqu'un qui est addict à la drogue, le père qui le bat, tout ça. Des sujets quand même explorés beaucoup en théâtre et en cinéma, tu sais. Puis j'avais juste le goût de faire, hey, mais comme j'ai survécu à l'adolescence, gang, je suis là encore. Fait qu'on peut-tu juste parler aussi des gens qui survivent? Parce que généralement, les gens survivent. Pas tout le temps. C'est vrai que l'adolescence commande cette idée-là de problème. Oui, il y en a. Mais c'est problématique. On est gonflé d'hormones, c'est dégueulasse. Là, c'est dégoûtant, mais c'est généralement c'est ça. Puis tu sais, mettons, comme c'est des problèmes qui sont à... Je pense que à peu près à n'importe quel moment dans ta vie, les problèmes vont souvent être un peu à l'échelle de où tu es rendu. Puis c'est le cas aussi avec l'adolescence. Mais à l'adolescence, comme c'est les plus gros problèmes que tu n'as jamais eus, tu penses qu'ils ont tellement de signifiance. Alors que t'attends comme 5-6 ans, tu fais « My God, c'était tellement pas si grave que ça. » Puis il y a quelque chose de ça dans le texte aussi, dans d'autres exemples où on irait dans les ados, ça irait vraiment dans les gros problèmes. Tu l'as dit, le viol, tout ça. Alors que là, les chicanes... c'est genre, t'as délité mes choses sur mon laptop. Aïe, t'as pété la vitre. C'est ça. Mais comme il n'y a pas Ça se manifeste en « je pitch ton sel dans l'omelette ». Mais comme il n'y a pas de gros éléments là, dramatiques, tragiques, j'ai l'impression que c'est comme si ça leur donnait aussi une occasion, pour une fois, de avoir un discours sur la binarité puis les échelles ou la façon dont le présent est capturé par les télécommunications qui moi, même comme tu les mets tous sur un plan d'égalité, les adultes et les adolescents, mais tu laisses aussi une chance aux adolescents d'exprimer quelque chose aussi. Mais c'est un peu ça aussi qu'on fait quand on est ado. Là. On a des montées, puis on a des montées d'hormones, puis il y a ça qui sort. On veut... Sinon, les choses ne bougeraient pas, sinon il n'y aurait pas de changement. C'est ça qui... Des fois, c'est un peu maladroit, c'est sûr, mais... puis même les parents ont ça aussi. Des fois, il y a des montées d'opinion sur plein de choses. T'sais. Puis oui, c'est sûr que même s'il y a un prétexte, dans le sens qu'ils vont quand même... La quête, c'est Paolo, puis son père, tout ça, mais c'est un prétexte pour... justement faire parler les autres gens autour. Les trois spectacles qu'on te connaît, les 3 metteurs en scène, pour ceux que j'ai vus, Justin Laramé, Emmanuel Robichaud, puis José Labelle, Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu apprécies d'un metteur en scène qui va monter ton texte? Non, on parle dans la mesure où tu joues dedans. Non, puis là, c'est compliqué, là, cette question-là. C'est-à-dire que moi, tu sais, mettons, je prends l'exemple de Manu, c'est parce que il a lu le texte, il a tellement trippé. Il était devenu un petit enfant, là. Tu sais, comme Manu triple. Mais je fais comme, mais oui, montre-le, fais ce que tu veux avec ça, là, c'est sûr, là, vas-y. T'sais. Ensuite, tu te rends compte de certaines choses, de ce qui marche avec mon écriture, ce qui marche pas avec mon écriture, des choses que Justin a trouvées que je fais, ah ouais, ok, c'est comme ça qu'il faut faire quand j'écris de même. T'sais. Parce que dès que tu rentres dans des zones d'absurde ou un peu plus à côté de la track, c'est tough de trouver le bon équilibre entre ce que tu montes, ce que tu montes pas. Est-ce qu'on va à fond? Est-ce que tu vas dans le même sens ou tu fais le... Est-ce que c'est ça, est-ce que tu vas dans le même sens? Ou est-ce que tu montes pas? Est-ce que tu assumes que c'est théâtral ou tu l'assumes pas? Il y a tout ça qui... ça frotte, tu sais. Dans les textes, il y a quelque chose aussi où moi, j'entends ta voix. J'entends ta voix d'auteur, tu sais. C'est-à-dire... l'auteur qui voit un spectacle un peu, même si tu veux pas rentrer dans la mise en scène, tu sais, puis tu dis tout le temps non, moi je suis pas capable de faire de la mise en scène, mais tu mets des indications, tu sais, puis il y a même des fois des jokes, tu sais, je pense à, tu sais, même dans nos sirons, nos canons, il y a un peu des indications sur des morceaux de bois sur des roues, tout ça, tu sais, qui indique un peu une idée de comment la mise en scène peut se faire. Puis, dans Tertulia, il y a ce moment qui m'a fait beaucoup rire, où on arrive dans un café où il y a quand même une imagerie assez forte, puis où, en note de bas de page, tu viens marquer un genre de... S'il vous plaît, faut pas que ça soit steampunk. Je comprends la réserve. Là, on sent le dessus comme...
Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais s'il vous Sauf plaît, ça. pas ça, là. Mais ça, ce côté-là, ça m'est venu de. J'y ai repensé récemment d'où est-ce que ça vient, cette espèce de ce ton-là. Je pense que c'est Mark Prescott, c'est un auteur franco-canadien, je ne me rappelle plus quelle province. Ça doit être Winnipeg. Beaucoup à Winnipeg. On va assumer que c'est Winnipeg, mais c'est peut-être pas Winnipeg. C'est lui qui a écrit Sex, Lies and quelque chose d'autre. Il a écrit aussi l'année du Big Mac. C'était un peu moins bon, là. Puis j'avais un recueil de lui, puis dedans, il fait des jokes comme ça. Là. Il fait il met des entre parenthèses, puis des... je sais pas, j'avais bien aimé le ton, l'espèce de ton qui se prend pas tout à fait au sérieux. T'sais. C'est plus ça que je me prends pas tout à fait... C'est pour ça qu'ils sont entre parenthèses aussi, mes didascalies. C'est comme tu peux les respecter ou pas, là, ils sont entre parenthèses. T'sais. Fait que ton texte écrit s'adresse un petit peu à à quelqu'un qui va le monter. À la personne qui va le lire, Ouais. en fait, avant tout. Si tu veux le monter, tu veux le monter, mais à la personne qui va le lire, c'est sûr. C'est comme si Fait que je c'est même une indication au lecteur. C'est-tu... Pensez pas où c'était une punk Ouais, dans la ouais. tête en ce Ouais. moment, tu sais. je suis avec toi dans le bordel. Là. Des idées. Si ces textes-là étaient publiés, est-ce que tu laisserais ce genre de... Oui, c'est sûr, La et gag-là, certain, là, ouais. c'est sûr et certain. Oui, puis je me rends compte aussi, mettons, là, on va aller dans Big Mac, là, parce que c'est un peu, Big Mac, c'est un peu ça, là, mais là, il n'y a pas de rapport, Ouais. tout est égal, c'est-à-dire que c'est un monologue que je parle, puis là, je joue avec le fait que l'autre personne ne peut pas me répondre, la personne qui lit. Ouais. Mais, On est plus dans le post-dramatique. Ouais, puis pour moi, c'est un roman, tu sais. Ouais. Même si les gens n'appelleraient pas ça un roman, mais pour moi, c'est un roman, tu sais. Puis mais un roman qui essaye d'apporter quelqu'un, puis il peut pas parce que la personne n'est pas vraiment là, tu sais. Mais c'est sûr que quand tu demandes, ça demande de la concentration. Même mes textes de théâtre, faut comme tu sois avec je demande tout le temps aux gens d'être avec moi, on dirait. C'est peut-être un peu méchant, mais on dirait que j'aime ça, de retrouver quand t'es un enfant, puis pour la première fois de ta vie, tu lis quelque chose, puis t'oublies tout autour de toi, puis t'es avec l'écriture, t'es dedans, puis t'es pas juste en train de parcourir en diagonale, tu sais. Je disais ça pour dire que c'est plus une visite guidée, plus un espèce de quand t'es avec quelqu'un, une co-lecture. Ouais. On peut appeler ça de même. Accompagnement. Un accompagnement avec la personne qui lit. Mais si c'est un metteur en scène, c'est ça. Ouais. Là, je repense à un sentiment que j'ai eu en sortant de Tertullian Emilia l'été dernier. L'impression qu'il y a un rapport entre adolescence, maladresse, qui est un mot que tu as utilisé tantôt, puis langage. Puis pour moi, ce que je trouvais et que j'ai énormément aimé dans Tertullian Emilia, c'est de trouver un langage qui est maladroit, qui a cette maladresse adolescente dans la mesure où c'est trop investi. Pour moi, c'est ça que ça signifie un peu. Où ça accueille un peu une parole qui soit pas trop cadrée, trop enlignée, trop... Qui déborde, qui est pas droite, il y a des syncopes, il y a des répétitions de la pensée, il y a des syncopes, répétitions et détails. Je travaille avec ça. Syncope, répétition et détails. Aller dans le ultra détail d'un coup. Tu sais, des fois, c'est comme tu fais une parenthèse, puis là, tu sais, nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais, c'est ultra détail, là, mais ça veut rien dire. Mais t'as zoomé en s'il vous plaît sur la phrase. Là. Cette phrase-là, c'est un gros zoom, là, c'est genre long, puis tu te rends compte qu'il n'y a rien. Ah! Fait que c'est ça. Ouais. Mais comme si tu parles de l'anticipation un peu comme quelque chose qui donne des possibilités d'écriture en apportant juste un léger décalage qui n'est pas de la science-fiction. C'est juste pour dire que tu peux te permettre plus de choses, mais j'ai l'impression que l'adolescence a un petit peu cette fonction-là, mais sur le plan du langage, de te permettre d'aller où tu veux, où tu désires vraiment aller avec le langage. Je me suis comme laissé plus, ben c'est tout le temps des contextes, mettons, c'était l'adolescence, c'était des jeux vidéo, le Big Mac, c'était la visite guidée, c'était le ton visite guidée, je revenais à ce ton-là, tu sais. J'essayais d'y revenir. Mais ouais, c'est des façons de jazzer. La dernière chose que j'ai écrite récemment qui s'appelle Tétard tout au plus. Là, c'est autre part. Là, on est dans de la... J'appelle ça de la sci-fi hackers, là, mais c'est plus proche des sentiments, puis il y a quelque chose de plus poétique, entre parenthèses, là, même si... En tout cas, c'est poétique. Puis, c'est ça. C'est quoi je voulais dire? Je me suis perdu. Par rapport au Un ton, prétexte, à la liberté du langage, c'est une excuse pour explorer une zone du langage. Ouais, mais
Moi, j'aime ça parler de ton travail d'auteur avec toi parce qu'il y a comme quelque chose, on dirait, de difficilement définissable. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une belle liberté dans la façon dont tu abordes ta pratique. Puis je pense que ça se reflète aussi dans tes textes. Puis je pense que ça se reflète dans. Puis c'est de plus en plus difficile aussi d'écrire libre là, aujourd'hui. Là. Ouais. C'est difficile. Ouais. Parce que il y a tout le temps, c'est sûr, puis plus tu es libre, plus que tu te mets à la merci de tous les gens de plein de gens. Il faut pas que en tout cas, dans ta liberté, il faut que tu fasses attention à pas déborder trop. Mais je pense que ça serait un peu ça aussi que si quelqu'un me demandait comment je définirais, parce que tantôt on parlait du résumé de la pièce ou quelque chose, mais je pense que c'est de l'ordre un peu de la folie de la liberté de Max Brion. Je pense que c'est ça. Oui. C'est beau, ça. J'accepte. Je pense qu'on va arrêter ça là. Aujourd'hui, hey, je suis vraiment content. C'était bien le fun. Merci Max d'être venu. Merci Oli d'avoir Merci les été gars. là. Vraiment fou. Puis merci à ceux qui nous ont écoutés. Bonne journée. Bye.